Bonjour, aujourd'hui dans ce troisième volet sur la blockchain, nous allons voir qu'est-ce que les mineurs, la puissance de calcul et qu'est-ce que la preuve de travail. Des mineurs? Puis quand que les mineurs sont forts en maths? Oh non! Tu parles pas de l'exploitation de mineurs? De petits-enfants? Ginette, appelle la police! Mais non, Gontran, reviens ici. Je vais t'expliquer. Je le savais que c'était la technologie du diable! De là même détenir des preuves de travail! Calme-toi et je vais t'expliquer. Sais pas, je sais que t'es un terroriste. Tous ceux qui utilisent la blockchain, c'est des terroristes. Ils l'ont dit aux nouvelles. Donc, qu'est-ce qu'un mineur? Un mineur, c'est en fait un programme informatique qui se sert de processeurs pour faire de la puissance de calcul. La puissance de calcul sous les protocoles, les divers protocoles que je vous ai déjà mentionnés lors de précédents tutos. Donc, les logiciels de mining utilisent par exemple les CPU, les GPU, les FPGA, les ASIC et même les ordinateurs quantiques. Bien que les ordinateurs quantiques soient encore que théoriques, parce qu'on n'en a pas encore qui sont démocratisés et qu'on peut utiliser vraiment dans le monde de la crypto. Donc nous allons nous concentrer sur ceux qui sont utilisés actuellement. Donc les GPU et les FPGA par exemple sont des bons candidats pour faire du mining sur des blockchains que vous auriez développées vous-même ou des blockchains qui sont tout autres que la Bitcoin et les cryptos majeurs. Parce que dans les cryptos majeurs, tels que la Bitcoin, la puissance de calcul nécessaire pour atteindre un bloc, pour pouvoir avoir la chance de fabriquer un bloc, elles sont tellement phénoménales qu'avec des GPU, ça pourrait prendre des années et des années avant d'atteindre un bloc et peut-être même jamais n'en atteindre du tout. Donc, nous avons les GPU et les FPGA. Le côté pratique des GPU et les FPGA, c'est que les deux sont des puces programmables. Le GPU, parce que vu que c'est une carte graphique dans un ordinateur, bien, le programme informatique sous le système d'exploitation de l'ordinateur peut contrôler toutes les utilisations et toutes les fonctionnalités du GPU de la carte. Tandis que les FPGA, qui sont beaucoup plus rapides que les GPU, sont des petits programmes embarqués qui sont sur des puces et qui font un traitement qu'on leur a ordonné de faire un nombre incalculable de fois. Et pour ça, ça peut être aussi des bons candidats pour des cryptos qui sont sollicitantes, mais encore, c'est pas encore suffisant pour atteindre la Bitcoin, parce que la Bitcoin avant c'était possible, mais maintenant les FPGA, les GPU sont trop énergivores pour être rentables sur une crypto comme le Bitcoin. Nous avons aussi les processeurs ASIC. Les ASIC, en fait, ce sont des puces qui sont fabriquées pour faire une seule tâche. On ne peut pas changer la programmation d'un ASIC lorsqu'il est vendu en produit fini, parce qu'il a été fabriqué sur l'algorithme. Par exemple, pour le Bitcoin, les machines de Bitcoin, eux autres ont été fabriquées que sur l'algorithme SHA-256, donc il ne fait que du SHA-256. Et si on prend par exemple une machine de Dash, ça va être une machine qui a été faite que sur du X11. Si on prend une machine, par exemple, de Zcash, ça va être une machine qui va avoir été faite que sur de l'EQIAsh. Ce sont des algos qui sont fixes dans les puces des ASIC, donc elles ne sont faites que pour faire ce type d'algo. Ceci dit, ce sont ceux qui sont les moins énergivores par rapport à le traitement qui est fait. Ce qui leur donne la palme d'or pour sortir le plus de calculs possible en un temps donné, en consommant le moins d'énergie possible. Donc, si on récapitule tout ça, mais de façon plus technique. Pour écrire sur la blockchain, par exemple, il faut des machines de calcul. Mais les machines de calcul, si on en prend une, par exemple, et qu'elle se met à vouloir écrire des blocs dans la blockchain, ça peut lui prendre beaucoup de temps, même si c'est une machine ASIC. Donc, si on prend une seule machine ASIC, ça peut prendre des mois, voire des années pour taper un bloc. Tantôt, avec les GPU, c'était des années et peut-être pas du tout. Mais avec une machine ASIC,
basique dernier cri, on pourrait arriver à sortir des puissances telles que on pourrait avec une seule machine taper un bloc en 1 an, 2 ans. Ça dépend de la puissance de calcul de la machine. C'est pas tout le monde qui peuvent payer leur compte d'électricité et attendre 1 an, 2 ans avant de toucher leur paye. Pour ce faire, il y a ce qu'on appelle les pools. Les pools, ce sont des regroupements de petits mineurs qui vont taper des blocs beaucoup plus souvent et qui vont se répartir en fonction du prorata de partage. En fonction de leur puissance, ils vont recevoir, chaque mineur vont recevoir leur tribut à tous les jours. Au lieu de recevoir 6,25 bitcoins d'un coup, ils vont recevoir des fractions de bitcoin à tous les jours. C'est beaucoup plus rentable de passer par les pools car vaut mieux avoir plusieurs petits mineurs ensemble qu'un mineur tout seul. On a une armée de mineurs. Une armée de mineurs! Terroristes! Qui se connectent à des pools et les pools fabriquent en fait les blocs en fonction des tâches qu'ils donnent aux mineurs. Mais comment ça fonctionne réellement? Comment la discussion se fait entre les mineurs et les pools? Pour les développeurs, la conversation qui est faite entre les mineurs et les pools, c'est du JSON. Ici, j'ai mis un exemple de conversation type. Nous avons le mineur qui souscrit en donnant les informations par rapport à son noyau et tout ça. Ensuite, le mineur va demander une autorisation pour miner en donnant son login et son mot de passe. Le serveur va répondre en lui donnant la difficulté à laquelle il doit miner et à laquelle il doit faire ses partages. Ensuite, le serveur va envoyer une liste de tâches à faire et le mineur, lui, à chaque fois qu'il va trouver une solution par rapport à une des tâches qui va avoir été donnée, ben, il va la soumettre au serveur en disant « J'ai trouvé un hash de difficulté 65 535, voici le nonce et l'extra nonce 2 pour y arriver. » Et le mineur, lui, le pool, lui, ce qu'il va faire en underground. Underground! Terroriste! Il va analyser tout ça. Vu que la difficulté est de 65 535, il va avoir des partages très très souvent. Mais la difficulté du réseau Bitcoin est beaucoup plus gros que ça. Lors d'un dernier tuto, je l'avais mentionné, c'était de l'ordre de 19 billions quelque chose. Le pool, lui, reçoit plein de partages de 65 535, mais en réalité, c'est tous des partages plus grands que 65 535. Donc, il peut y avoir au travers des partages de 19, de 20, de 30 billions. Donc, ce qui lui son travail à lui, c'est de prendre tous les partages qui arrivent de tous les mineurs et de regarder s'il y en a qui sont valides pour fabriquer un bloc. Et s'il y en a un qui est valide pour fabriquer un bloc, c'est le pool lui-même qui va fabriquer le bloc et qui va donner l'information au réseau pour que ça se propage chez tous les nodes de la Bitcoin. Le pool commence à fabriquer ce qu'on appelle des headers, qui est l'entête du bloc, en donnant à ses mineurs l'information suivante, le hash du bloc précédent, une liste de transactions qui va être mise dans les zones de transactions data du bloc, une autre liste de transactions, la partie 1 et la partie 2, il va y avoir les Merkle root, il va y avoir la version du bloc, il va y avoir la difficulté mondiale, la difficulté du réseau, ensuite il va y avoir le timestamp du bloc et ici un dernier petit booléen qui va dire est-ce que j'abandonne toutes les tâches précédentes et je me mets à travailler là-dessus ou j'ajoute ça à la liste des tâches à faire. Donc les mineurs, eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre toutes ces informations-là, ils vont construire le header du bloc, ils vont commencer à essayer de trouver le bon nonce pour fabriquer des partages de 65 535 pour les donner au pool le plus rapidement possible. Et lorsque le pool va retourner encore un autre bloc de tâches, même si lui n'a pas terminé de faire son travail et qu'il a une tâche qui a un booléen qui lui dit de changer de travail, il va se remettre à travailler sur les nouvelles tâches qui sont arrivées. Ça veut tout simplement dire qu'un nouveau bloc est tombé, que le hash du bloc précédent a changé, que les transactions ont changé et qu'on doit travailler sur autre chose. Parce que sinon, on va faire ce qu'on appelle, si on continue à travailler sur l'ancienne tâche et qu'on ne change pas, on va faire ce qu'on appelle des blocs orphelins parce qu'on va fabriquer des hashes qui sont sur des blocs précédents et qui le réseau principal ne les acceptera plus.
Donc, grosso modo, la discussion entre les mineurs et les pools, c'est à peu près à ça que ça ressemble. Lors de prochains tutos, dans des tutos de programmation avancée, j'aurai la chance de vous montrer à fabriquer, par exemple, un pool ou un stratum proxy qui va justement prendre cette conversation-là et la traiter au fur et à mesure que ça passe ou la renvoyer à un autre pool en fonction de ce que vous avez besoin de faire. Des orphelins, des mineurs, tout ça en underground. Je sens qu'on va passer la fin de semaine à se parler, mon bonhomme. Puis lundi, je vais avoir une autre vidéo. Merci d'avoir été jusqu'au bout. Donc, un petit pouce bleu, un petit abonnement si ce n'est pas déjà fait. Et merci. Bonne journée.